C'est mon descripteur de sport préféré au Québec. Non, c'est le mien. Non, c'est le mien, je te dis. C'est le mien. Non, je te dis, c'est le mien. C'est un gars qui peut tout décrire. Il a décrit le baseball longtemps. Il le décrit encore d'ailleurs. Il a eu l'occasion de décrire la Série mondiale où les Blue Jays ont participé. Aussi, c'est un excellent descripteur de hockey. D'ailleurs, il sera à la description du match de l'Avalanche du Colorado plus tard ce soir à TVA Sport. Donc, on se compte très chanceux de l'avoir avec nous ce soir. Justement. Très chanceux. Et il a décrit et suivi les activités du football universitaire tout au long de la saison, le RSEQ, avec notamment le Rouge et Or de l'Université Laval et les Carabins de Montréal qui l'ont emporté, justement. On va pas parler de ça avec lui. On le reçoit tout de suite. On va l'accueillir avec nous autres. Denis Casavant de TVA Sport. Salut, Denis. Comment ça va? Salut, les gars. Ça va bien? Ça va super bien. Et là, c'est à ce moment-ci dans l'émission où on commence à sonner très moyen avec notre voix, tu sais. Non, il n'y a pas de problème. Ça va bien. Merci, Denis, de prendre le temps. D'ailleurs, tu es à TVA Sport en ce moment parce que ce soir, gros match, l'Avalanche du Colorado. C'est à 21h, si je ne me trompe pas. 21h30, immédiatement après le match du Canadien, parce qu'on sait qu'il y a probablement plusieurs personnes qui vont regarder le Canadien ce soir avec les débuts de Jacob Fowler. Alors, 21h30, Panthers-Avalanche, quand même un bon match en perspective. Oui, surtout que les Panthers, dernièrement, se sont replacés un petit peu. Là. Ouais. Ça va être vraiment un bon match. Denis, on va te parler de la Série mondiale, c'est sûr, on va parler de baseball parce qu'on est tous des passionnés ici. Mon frère et moi, on est des passionnés de baseball. On va avoir plus tard dans l'émission justement des invités qui jouent à la balle molle. Excuse-moi, la softball, j'ai encore dit la balle molle. Donc, on a des passionnés de balle ici, même au Café Bistrot Léo à Tursault. La présence des Jays en Série mondiale, quelque peu inespérée contre les Dodgers. Grosse job. Tu as eu la chance de décrire ça de main de maître, d'ailleurs, avec Carl Gélina, puis je veux que tu me passes le message, Denis. Moi, j'ai découvert Carl Gélina pendant ces séries-là. Le gars connaît son baseball, de plus en plus à l'aise à TVA Sport. Vous formiez un duo excellent. Comment c'était de suivre les activités des Jays, puis tout ça? Parle-nous un peu de l'expérience. Écoute, les séries au complet, lorsqu'on regarde les 3 rondes de séries, que ce soit contre les Yankees en série de division, la série contre les Mariners en série de championnat de la Ligue américaine et bien sûr la série mondiale. Tu sais, à chaque fois, on se disait, on peut savoir un autre fait saillant, on peut savoir un autre match plus excitant que la veille. Puis c'est ça qu'on a eu là, du premier match des séries jusqu'au 7e match de la série mondiale. Je pense que c'est pour ça que les gens, on est rendu au mois de décembre. Puis encore, les gens, quand je croise les gens, ils me parlent encore de le 6e match, qu'est-ce qui s'est passé lors du 7e match? Si la balle ne reste pas prise contre la clôture lors du 6e match, si Kiner Falefa a un meilleur départ du 3e but, il vient marquer. Fait c'est une série mondiale qui a vraiment retenu l'attention. Qu'est-ce qui a manqué, Denis, selon toi, aux Blue Jays? Bon, on le sait, là, c'est passé tout près. Qu'est-ce qui manquait aux Blue Jays? Est-ce que c'est parce que les Dodgers étaient trop forts? Je pense que la différence dans les 2 derniers matchs, c'était le manque d'opportunisme. On plaçait beaucoup de coureurs sur des sentiers, mais il manquait toujours le petit coup sûr, le coup sûr de plus, soit pour ajouter à l'avance. Même dans le 7e match, on prend les devants 3-0, mais là, les Dodgers remontent la pente. À 4-3, les Dodgers créent l'égalité. Il manquait toujours comme un coup sûr de plus. Le match de 18 manches, c'était la même chose. Ils ont laissé plein de coureurs sur des sentiers. Faut dire qu'ils avaient quand même vidé leur banc à ce moment-là. On n'avait peut-être pas l'équipe A à partir de la 10e, 11e manche, mais je pense que c'est ça. Puis c'est drôle parce que on le mentionnait pendant toutes les séries puis pendant la saison. La force des Blue Jays, c'est qu'on mettait la balle en jeu. On n'était pas retiré sur 3 prises. On mettait beaucoup de pression sur la défensive. Mais là, en série, lorsqu'on avait besoin du coup sûr opportun, puis à l'opposé, les Dodgers, eux, lorsqu'on avait besoin d'un circuit, on a eu le circuit de Freeman dans le match de 18 manches pour la victoire, le circuit de Rojas pour créer l'égalité, le circuit de Will Smith pour gagner le match en 11e manche. Alors, eux, on avait le circuit opportun. Les Blue Jays, eux, il leur manquait le coup sûr opportun. Moi, je suis content là, parce que le match de 18 manches, en fait, j'ai rien manqué. Là, je suis tombé endormi en 12e, je me suis réveillé en 17e. J'ai rien manqué. Je suis arrivé juste à temps pour les voir perdre. Je suis vraiment déçu. Denis, avec tout ce qui se passe présentement là, dans le baseball majeur, c'est les assises, les fameuses assises, parce que là, c'est là qu'on dirait que le monde attend là pour signer des joueurs, mais on est conscient que c'est pas le même principe qu'au hockey où est-ce que le 1er juillet. 1er juillet.
on signe, puis ça roule. Au baseball, c'est complètement différent. Est-ce que là, avec tout ce qui se passe, là, les Blue Jays ils ont pris goût justement à la victoire, ils ont pris goût à être dans le premier segment du baseball majeur. Penses-tu qu'on va voir, on en voit déjà, mais penses-tu que ça va continuer au niveau des Jays là, pendant la prochaine semaine? Ben, je pense qu'il y a deux choses. Oui, les Jays veulent continuer d'être compétitifs. On peut ajouter, on sait que là, on est dans notre fameuse fenêtre. On a un noyau de joueurs prêt à gagner présentement. Puis en même temps, ben, il y a plusieurs joueurs autonomes, plusieurs joueurs de d'autres équipes qui veulent venir jouer à Toronto. C'est tout ce qu'on a entendu, les bons commentaires, que ce soit de vétérans comme Max Scherzer, comme Chris Bassett pendant les séries. On a eu beaucoup de plaisir. C'était le meilleur esprit d'équipe qu'on n'a jamais eu. C'est quand même des vétérans qui ont joué ailleurs aussi au cours de leur carrière. Alors, d'entendre ça, là, on le voit aussi, les joueurs autonomes, c'est drôle, là, on n'entend jamais parler de douane, on n'entend jamais parler d'aller jouer dans un autre pays. Soudainement, les Blue Jays sont devenus une organisation de premier plan par le fait qu'on a une équipe compétitive, on a un pays qui est derrière nous aussi. Là, on le voit, là, on l'a vu pendant les séries, les cotes d'écoute à travers le Canada, même au Québec, ça a été très bon. Puis, on a un complexe à Dunedin, en Floride, là, qu'on a construit il y a quelques années. On a investi beaucoup d'argent dans le développement des joueurs, dans avoir des installations de premier plan. Alors ça fait une différence. Quand un joueur est joueur autonome, puis il a une chance de se joindre à une équipe, on l'a vu, c'est la semaine passée que Carl Tucker est allé faire un tour à Dunedin, il est allé visiter les installations, puis pour être allé au cours des 2 dernières années faire un tour, c'est vraiment impressionnant ce qu'on a fait, là, le Player Development Complex à Dunedin. Alors, je pense que tout ça mis ensemble, les Blue Jays ont de l'argent, on est prêt à dépenser, on veut gagner, puis les joueurs veulent jouer à Toronto. Fait que je ne serais pas surpris qu'on va avoir d'autres ajouts là, quand même assez importants au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, si vous avez des questions pour Denis, n'hésitez pas à utiliser la fonction du chat. Là, on est en direct, donc on va prendre les questions. Les questions apparaîtront dans le bas de l'écran. Ça va nous faire plaisir de jaser de vos sujets, en tout cas de ce que vous voulez entendre. Là, tu as nommé quelques joueurs. On va commencer par ceux qui ont signé. Donc, Monsieur Cease qui s'amène comme lanceur partant avec les Blue Jays. C'est pas comme s'il en manquait tant que ça des lanceurs partants, mais il y a un adage qui dit qu'on n'a jamais assez de bons partants. Et là, je pense que ça a été un statement, si on veut, cette signature-là. Un gars dans la fleur de l'âge avec des performances là, qui sont au top, qui décide d'aller à Toronto. Probablement un message pour les autres aussi. Oui, puis encore là, c'est partir de San Diego pour aller à Toronto. Il faut le faire aussi parce que c'est pas la pire place à jouer avec les Padres de San Diego. Mais les Jays ont été agressifs. On avait ciblé Dylan Cease, 7 ans, 210 millions, 30 millions par année. Mais je pense que ce qui était important aussi pour les Blue Jays, c'était d'aller chercher... est-ce que c'est le son de mon côté qu'on entend? Je pense que oui. Oh. Je ne sais pas s'il y a un contrôle de volume. Moi, je vais essayer de baisser le volume. Mais non, c'est ça, 7 ans, 210 millions. C'est quand même un contrat de premier plan qu'on a donné. Alors ça, c'est intéressant de voir que si ça décide de venir avec Toronto. Puis quand on regarde la rotation des lanceurs partants, on sait que Kevin Gausman, il lui reste 1 an. Alors là, on voulait bâtir pour le futur. Là, Cease peut devenir ton lanceur partant numéro 1. On a un jeune Trey Savage qui s'en vient. Alors, je pense que c'était une priorité pour les Jays avant l'attaque d'aller chercher un autre lanceur partant de premier plan. Est-ce que tu penses qu'il prend automatiquement le rôle de partant numéro 1 à la place de Gausman, par exemple? Je pense qu'on va décider au camp d'entraînement. Je pense que qu'il soit 1, 2, 3, ça ne changera pas grand-chose en bout de ligne. Là. On sait que pendant la saison, on va souvent utiliser 6, 7 lanceurs partants. Il y en a toujours 1 ou 2 qui vont rater quelques départs pendant la saison. Mais qu'ils soient dans les 3 premiers, je pense que ce n'est pas un problème. Qu'il soit le partant lors du match d'ouverture. Il y a encore le dossier José Berrios aussi. Berrios est encore là. Ça a drôlement fini l'année passée avec Berrios. A été blessé en fin de saison. C'est une deuxième moitié de saison décevante. On a un petit peu tassé avec l'arrivée de Trey Savage. Il n'était pas de la formation en Série mondiale. Il avait même quitté l'entourage de l'équipe. Alors ça, j'ai hâte de voir Berrios quand il va arriver au camp d'entraînement, où il figure là, dans la rotation des lanceurs partants. Puis je ne serais pas surpris aussi que peut-être ce soit un lanceur qu'on pourrait échanger avant le début de la saison.
Justement, on parle de beaucoup de partants puis beaucoup de lanceurs qui s'amènent avec l'équipe. En plus de Dylan Cease, on a vu aussi Cody Ponce qui revient dans le baseball majeur. Je pense qu'il y a à peu près juste un gars comme toi qui peut nous expliquer la force de la Ligue de Corée et de tous les accomplissements que la K-pop. La K-pop League. La K-pop League, à savoir à quel point on peut se fier à ces statistiques-là quand un joueur performe comme ça. On a vu Trevor Bauer aussi, je crois qu'il joue au Mexique. Ces gars-là font des performances assez incroyables. Là. C'est 17 victoires, une défaite là, pour, dans le cas de Ponce. Donc, est-ce qu'on s'excite avec ça ou on regarde ça avec un bémol? Dans n'importe quelle ligue, là, les statistiques de Ponce sont impressionnantes. Que ce soit en Corée, au Japon, dans une ligue indépendante, ce serait des statistiques très impressionnantes. Je pense que qu'est-ce qu'on aime, par exemple, c'est la vélocité avec sa balle rapide. Sa balle cassante. Les progrès qu'il a fait au cours des dernières années. Il est allé lancer au Japon, il est allé lancer en Corée. Il s'est comme réinventé comme lanceur partant. Lui qui avait eu une petite tasse de café avec les Pirates de Pittsburgh. Alors, on va voir en début de saison, on va le voir au camp d'entraînement. C'est sûr que je pense pas qu'on va avoir un lanceur avec des statistiques aussi dominantes qu'il y a eu en Corée. On le voit même avec les lanceurs qui arrivent du Japon. Il y a toujours une période d'adaptation aussi. C'est rare qu'un lanceur du Japon va dominer dès son arrivée en Amérique du Nord. Il y a une petite question d'adaptation. Ponce a déjà joué un petit peu dans les majeurs, comme je le mentionnais tantôt. Mais je pense qu'un comme 4e, 5e partant, ça peut être quand même intéressant. Puis, tu sais, on le voit, les Dodgers le font. La plupart des équipes maintenant, il faut avoir une banque de 6, 7 lanceurs partants. Parce que pendant la saison, là, c'est très rare que tu vas avoir 5 partants qui vont effectuer 30 départs, qui ne manqueront pas un départ pendant toute l'année. Ça n'arrive jamais. Il y en a toujours un qui a une blessure. D'ailleurs, Ross Atkins, la semaine passée, mentionnait que Shane Bieber avait encore un petit malaise à l'avant-bras, lui qui avait eu l'opération Tommy John il y a 2 ans. Tu as toujours besoin. Tu n'as jamais assez de lanceurs partants, comme vous le mentionnez tantôt. Fait que d'en avoir 7 ou 8 là, qui sont disponibles. Même un Eric Lauer qui peut commencer l'année en relève, qui a lancé comme partant l'année passée. Alors, tu n'en as jamais assez de lanceurs partants. Oui, puis des lanceurs gauchers, on n'en a pas trop dans la rotation. Là. Il n'y en a aucun présentement. C'est ça. Il y a Michael Sabourin qui dit « Dommage que je ne sois pas au travail. Denis est dans le studio à côté de mon bureau. Je serais passé dire bonjour. » Donc, Michael qui travaille chez TVA Sport. Là, on a parlé... Il y a une chose avec Cody Ponce que je me dis, j'espère, vu qu'il jouait en Asie, j'espère qu'il va revenir avec une balle fronde incroyable. La Yamamoto, là. Oui, ça, on serait prêt à ça. Là. Moi, je suis acheteur de ça, c'est sûr. Mais là, Denis, on a parlé des joueurs qui ont signé. Maintenant, parlons de ceux qui n'ont pas signé. Et là, il y a tout plein de rumeurs qui partent dans tous les sens avec Bo Bichette et Kyle Tucker, qui sont probablement les 2 plus gros noms sur le marché à cette heure. Maintenant que Pete Alonso a maintenant trouvé niche avec les Orioles de Baltimore. Ça, il n'y a jamais trop de bons joueurs dans la AL East. On s'attend à quoi de ce côté-là, selon toi, Denis? Bo Bichette, va-t-il revenir avec les Blue Jays? Est-ce qu'on pourrait signer les 2? Là? Il y a la grosse rumeur que ça pourrait arriver. Ouais, moi, j'ai de la difficulté à voir que les 2, parce que si tu signes Tucker et Bichette, ça veut dire que tu vas déplacer pas mal de joueurs. Il y a des joueurs qui vont perdre leur place aussi. Il ne faut pas oublier que l'année passée, on avait signé Anthony Santander. Bon, Santander, ça n'a pas été un succès cette année. Il a été blessé. Je pense que c'est une saison à oublier. Mais on espère que Santander va revenir en force l'année prochaine. Donc, ce serait ton voltigeur de gauche. Springer est ton frappeur de choix à ce moment-là. Si Tucker signe, Tucker s'en va au champ droit, ça veut dire que Barger s'en vient au 3e. Ça veut dire que Clement s'en va au 2e. Il n'y a plus vraiment de place pour Bichette avec Jiménez à l'arrêt-court. Je ne veux pas te couper, Denis, mais ça serait pas le scénario le plus plausible ou le meilleur pour les Blue Jays, c'est-à-dire que justement, on signe Tucker, on ramène Barger et son bras canon au 3e but, puis on a un Clement au 2e, par exemple? Avec Jiménez à l'arrêt-court. Ça veut dire que là, tu n'as plus vraiment de place pour Bichette. Moi, depuis le début, je pense que, puis on le voit là, dans les discussions avec les autres équipes aussi, je pense qu'il y a des équipes qui sont intéressées à Bo Bichette, mais peut-être plus comme joueur de 2e but que comme joueur d'arrêt-court. Je pense qu'on l'a vu là, à l'arrêt-court, il a relancé un petit peu au cours des dernières années. Alors, je pense que son avenir, c'est au 2e but. À ce moment-là, je pense que moi, si j'étais des Blue Jays, la priorité serait Tucker. Si Tucker signe ailleurs, à ce moment-là, je considérais de ramener Bichette
en lui demandant est-ce que tu veux jouer au deuxième but? Ce serait notre deuxième but régulier pour les 5-6 prochaines années. Parce qu'on l'a vu, je sais qu'il était blessé, qu'il revenait d'une blessure, mais Jiménez à l'arrêt court a été excellent en fin de saison pendant les séries. Alors, je pense qu'on a une meilleure équipe défensivement avec Jiménez à l'arrêt court qu'avec Beau Bichette. Il y a peut-être 250 millions de bonnes raisons de le convaincre de jouer au deuxième but. Mais ce qui est intéressant concernant Tucker aussi, je ne sais pas si vous avez entendu les commentaires de John Schneider en Floride là, pendant les assises justement du baseball majeur. Il disait qu'ils ont eu une très, très bonne rencontre avec Tucker lorsqu'il est allé visiter des installations à Dunedin. Il demeure à Tampa en Floride, donc il est juste à côté. Il dit que ça a été très positif. Alors ça, c'est bon signe aussi. C'est sûr que Tucker à Chicago est un petit peu blessé l'an dernier. Il y a eu quelques blessures qui l'ont ralenti. Mais si on regarde le rendement de Tucker lorsqu'il était avec les Astros de Houston, frappeur gaucher de puissance, excellent voltigeur, peut te voler une vingtaine, 25 buts par année. Ce serait un joueur de premier plan qu'on pourrait ajouter à la formation. Là, on parle des Blue Jays, mais c'est pas que les Blue Jays qui cherchent ce genre de joueurs-là non plus. J'en ai parlé, l'Est de l'Américaine, c'est un continuel recommencement. On essaie de s'améliorer parce que toutes les équipes peuvent gagner année après année. Les Orioles viennent de signer Pete Alonso. Ailleurs dans la Ligue de baseball majeure, là, quelle équipe pourrait signer ces joueurs-là, par exemple, qui en ont besoin au même titre que les Blue Jays? C'est évident qu'on parle toujours des mêmes équipes. On a vu que les Dodgers ont été actifs depuis le début du marché des joueurs autonomes, là, avec l'arrivée de Edwin Diaz comme releveur en fin de match. Les Mets ont perdu des gros morceaux. Diaz a quitté, puis Pete Alonso a quitté. Les Mets ont de l'argent aussi. L'an dernier, on avait donné le plus gros contrat de l'histoire à Juan Soto, puis ça n'a peut-être pas donné des résultats. C'était pas de la faute à Soto, là, mais je parle de l'équipe en général a été un petit peu décevante. C'est sûr que les Mets vont vouloir s'améliorer. On voit que les Braves d'Atlanta continuent d'être agressifs. Les Phillies qui gardent Kyle Schwarber. Alors ça, ce sont pas mal toutes les équipes qui sont dans une course vont tenter de s'améliorer. Ça fait des années que les Giants de San Francisco tentent d'aller chercher un gros nom, en commençant avec Aaron Judge il y a quelques années. Les Yankees ont été assez discrets aussi au cours des dernières semaines. Alors, j'ai hâte de voir parce que là, tu as Bellinger, tu as Tucker. C'est comme un jeu de domino. Tout le monde attend, tu sais. On attend qu'un signe. Là, une fois que Schwarber a signé, Alonso a signé le lendemain. Une fois que Tucker va signer, Bellinger va signer. Tu sais, c'est comme il y a comme on pourrait faire un classement, là, puis c'est un après l'autre. Il y a Diaz a signé, Suarez qui a signé avec les Braves. C'est un releveur après l'autre. C'est un petit peu ça le marché des joueurs autonomes. Tout le monde attend. Quand il y en a un qui quitte, l'autre devient la priorité à ce moment-là. Tout le monde a son plan A et son plan B. Son plan B. Essaye d'aller avec ton plan A en premier, ça c'est clair. Ouais. Denis, on parle beaucoup de baseball, mais on a parlé d'entrée de jeu. Tu es un descripteur dans la vie de tous les jours, que ce soit du football, du baseball, du hockey. Ce soir, tu seras justement à la description du match à TVA Sport. Tu as aussi suivi la saison au RSEQ, donc tout le football universitaire, qui a vu les Carabins être sacrés champions universitaires canadiens. Parle-nous un petit peu de la saison. Est-ce que le Québec tombe un peu dans... Est-ce que ce championnat-là tombe un peu dans l'oubli parce qu'on se dit année après année, c'est l'équipe du Québec qui va le gagner? Un petit peu, à chaque année, on pense qu'il y a peut-être une troisième équipe qui va essayer de venir pousser un petit peu dans le dos du Rouge et Or et des Carabins, puis on se retrouve toujours à la Coupe Dunsmore, maintenant la Coupe Jacques Dussault avec les Carabins puis le Rouge et Or. C'est comme, on a 3 matchs par année, on dirait qu'on sait que ça va toujours être ça. Ils s'affrontent 2 fois pendant la saison, puis ils vont s'affronter en finale du Québec. Puis l'autre point également, puis on le mentionnait lors de la Coupe Vanier, puis des demi-finales canadiennes, c'est que les gens souvent nous demandent la Saskatchewan, est-ce qu'ils peuvent battre les Carabins? Est-ce que St. Mary's peut battre les Carabins ou est-ce que St. Mary's peut battre le Rouge et Or? Puis moi, on a toujours la même réaction, c'est est-ce que ces équipes-là sont meilleures que le Rouge et Or? Les Carabins ont battu le Rouge et Or 2 fois pendant la saison. Quand tu arrives en demi-finale canadienne, puis à la Coupe Vanier, l'équipe que tu affrontes, est-ce que cette équipe-là est meilleure que le Rouge et Or? Puis la plupart du temps, c'est non. C'est ça l'avantage de ces 2 équipes au Québec, c'est qu'on affronte la 2e meilleure équipe au Canada. On est chanceux parce qu'on a peut-être les 2 meilleurs programmes de football universitaire au pays. Donc, l'équipe qui
qui gagne la Coupe du Sceau, qui est championne du Québec, vient de battre la deuxième meilleure équipe au Canada. Puis ça paraît lorsqu'on arrive en demi-finale et en finale canadienne là, depuis une quinzaine d'années. Est-ce qu'on pourrait pas voir à ce moment-là une espèce de mix de toutes les équipes participant aux séries, par exemple, puis une espèce de mix de division, aller affronter, par exemple, une équipe dans l'Ouest, puis voir une espèce de mélange des formations? J'ai hâte de voir ce que U-Sport va faire parce que là, vous le savez que Bishop quitte les Maritimes et revient au Québec l'année prochaine. Donc là, on va avoir 6 équipes au Québec. Il n'y aura plus de fameuses semaines de relâche. Là, à chaque semaine, on va avoir 3 matchs avec le retour des Gators de Bishop dans la RSEQ. Là, ça veut dire que tu as seulement 4 équipes dans les Maritimes. Puis dire que l'équipe des Maritimes a un laissez-passer en demi-finale canadienne, ça n'a peut-être pas sa place. C'est peut-être des choses qu'on devrait revoir à ce moment-là. Au lieu de donner des laissez-passer aux champions de l'Ouest, du Québec, de l'Ontario puis des Maritimes, on pourrait peut-être revoir un petit peu la formule parce que... Le classement canadien, peut-être? Ben oui, parce que c'est l'équipe qui joue en demi-finale contre les champions de l'Atlantique. C'est plate à dire, là, mais c'est quasiment un laissez-passer. Ouais. Les Maritimes, c'est pas assez fort. Là, surtout qu'on va tomber à 4 équipes seulement. On n'a pas la profondeur du Québec, de l'Ontario. C'est plate pour Concordia, McGill, Sherbrooke. Il serait peut-être une des meilleures équipes. Il serait peut-être premier ou deuxième dans les Maritimes si on jouait contre les formations dans cette ligue-là. Alors, il y a peut-être des choses à revoir là, au cours des prochaines années. Avec vers une ligue maritime Québec, tout sport confondu, ou même comme dans le junior majeur. Il y a des équipes de l'Ontario. On pourrait peut-être recommencer à avoir des matchs aussi interconférences. Tu sais, ça avait un match contre les GGs d'Ottawa, un match contre les Ravens de Carleton, d'incorporer des matchs entre le Québec et l'Ontario aussi, pour ne pas avoir seulement toujours les mêmes équipes qui s'affrontent 2 fois par année. Ben, ça serait vraiment une bonne idée. Ce serait le fun pour nous autres parce qu'on est en région de l'Outaouais, donc on pourrait voir ces équipes-là plus souvent. Donc, toi aussi, je pense que tu as un lien un lien avec l'Outaouais, justement. Si je ne me trompe pas, Denis, t'es-tu natif de l'Outaouais? Oui, c'est ça. Hein? Je suis natif de Hull, puis natif de Hull. Ensuite, j'ai grandi un petit peu à Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal, mais je suis retourné en Outaouais. C'est là que j'ai fini mes études secondaires à l'école secondaire Mont-Bleu. Puis après ça, j'ai commencé à travailler à CKCH à Hull, qui faisait partie du réseau Télémédia à ce moment-là, qui était affilié à CKC avant de me diriger à Montréal. Fait que oui, j'ai été longtemps dans l'Outaouais, je connais bien votre coin aussi. Puis je suis pas bien loin non plus parce que maintenant, je demeure à Harrington, dans les Basses-Laurentides. Je suis sur la 50 continuellement, là, sorti Grenville, puis je suis dans ce coin-là. Fait que je suis pas bien loin de l'Outaouais encore. Y a-t-il encore un collège de hockey à Harrington? Non, je pense que. C'est-tu fini ce programme-là? Il y avait un bon programme de hockey à l'école secondaire là-bas. Nous autres, on est près dans le fond, à 30 minutes de Hawkesbury. Oui. Okay. C'est ça, la région de Harrington. C'est Brownsburg, Harrington, puis c'est ça, 30 minutes de Hawkesbury. Un beau coin de pays, un très beau coin de pays. Oui. Bon, là, ce soir, tu prends du service pour la description du hockey. Fait qu'on va te laisser aller bientôt. Juste comme ça, je te demande ton idée générale un peu de la saison du Canadien, puis un petit peu qu'est-ce que tu vois dans la Ligue nationale. Tu vas faire l'Avalanche Colorado ce soir. Quelle machine de hockey. On les a vus contre Montréal, mais là, on les voit contre n'importe qui. Ça va être difficile de les déloger. Là. D'ailleurs, ce soir, je travaille avec Alex Picard. Il m'a dit vous saluer tantôt. Alex, il dit qu'il vous connaît bien. Fait que, il saluera les frères Laverne ce soir. Non, j'ai hâte de voir parce que les Panthers, on le mentionnait tantôt, vont bien présentement. Tu sais, c'est quand même les champions en titre de la Coupe Stanley, plusieurs blessés. Alors, c'est un bon test ce soir pour eux de s'en aller à Denver et d'affronter l'Avalanche, qui est une machine depuis le début de la saison. Mais moi, ce que je remarque encore depuis le début de l'année, c'est la qualité des équipes dans l'Ouest. C'est incroyable, le niveau de jeu. Puis là, on le voit même avec des jeunes équipes. Là, les Ducks d'Anaheim, les Sharks de San Jose, même les Blackhawks avec Connor Bedard. On voit que là, on est rendu là, dans l'Ouest. Là, c'est incroyable le niveau de jeu. Alors, c'est toujours, à chaque fois qu'on fait des matchs, souvent, on a un match à 19h, puis on a un match sur la côte ouest à 21h30, 22h. Les matchs de l'Association de l'Ouest, c'est comme si tu arrivais déjà dans... Il y a comme un petit quelque chose de plus.
c'est plus physique, c'est plus rapide. C'est vraiment tout un spectacle qu'on a dans l'association de l'Ouest depuis le début de l'année. C'est un jeu complètement différent. Oui, on est de retour dans le passé parce que tu te souviens, G, quand on était plus jeunes, nous autres, on demandait à nos parents, on veut écouter le double-header, le deuxième match de CBC samedi parce que c'était toujours les équipes de l'Ouest qui patinaient. On avait l'impression qu'ils patinaient 2 fois plus vite que les équipes de l'Est. Fait qu'on retrouve ça maintenant, je pense. Moi, j'en veux d'ailleurs à TVA Sport là, présentement parce que là, je suis cerné beaucoup. C'est parce que les matchs sont bien meilleurs. Là, je me couche tard. Puis, c'est un problème. On est un petit peu dans la même situation. Tu sais, souvent, nous autres, on se présente, on fait un match à 19h, puis on fait un match à 22h. Mais la bonne nouvelle, c'est que le deuxième match, ça commence tellement avec de l'intensité puis de la vitesse. Puis là, ça frappe. Puis là, le jeu est tellement spectaculaire que là, ça nous motive. Alors, ça nous garde réveillés, nous aussi, quand on a un match sur la côte ouest à 22h. On l'a dit d'entrée de jeu, nous ici, Denis, tu es notre descripteur francophone préféré, donc continue ton bon travail. Mais comment tu fais pour être aussi versatile? Parce que, bon, c'est pas les mêmes sports, c'est pas les mêmes joueurs à retenir, c'est pas les mêmes stratégies à essayer de décrire, à vulgariser aux gens. Comment tu fais pour être aussi versatile que ça? C'est la préparation. Regarde, j'ai mes petits cartons, mes noms, mes notes. Moi, je suis encore de la vieille école. J'ai toujours fait ça à la main. Puis on dirait qu'en le faisant, en mettant le nom des joueurs, en mettant les statistiques, en le faisant comme ça à chaque jour qu'on a un match, tu retiens plus l'information. Ce serait facile aujourd'hui avec l'accès à l'information qu'on a d'imprimer les statistiques. Mais moi, j'aime encore les faire à la main. Puis on dirait que quand je l'écris, je vais m'en souvenir plus pendant le match. Parce que je l'ai écrit pendant la journée où j'ai fait ma recherche. Alors, je pense que c'est ça qui est un petit peu mon secret là, pour retenir l'information. C'est un bon truc aussi pour tous les étudiants qui nous écoutent. Écrivez. Ouais, c'est ça. Oui, on a l'iPad, on a nos téléphones, on a l'information à portée de la main. Mais de prendre des notes puis de l'écrire, là, vous allez le retenir encore plus. Oui, c'est excellent ça. Puis Denis, tu peux dire à notre chum Alex Picard que là, maintenant qu'il sait qu'on existe, on va l'amener sur le podcast. Ouais, c'est ça. Je vais lui refiler votre numéro de téléphone. Ah, c'est gentil, ça. Ouais, il l'a déjà. Probablement qu'il l'a égaré quelque part. Hey, écoute, merci, Denis. On te laisse aller parce que, comme tu dis, il y a de la préparation à la description d'un match et tu seras du côté de TVA Sport avec Alex Picard à compter de 21h30. L'Avalanche du Colorado contre les Panthers de la Floride. D'ailleurs, c'est 4-1 pour les Sénateurs en ce moment et c'est 1-0 pour les Canadiens. Donc, ça va bien ici en Outaouais. On va espérer que ça continue comme ça. Denis Casavant, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux sur le podcast. C'est toujours intéressant de te jaser. Puis merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, les gars. C'était bien le fun. Merci. À la prochaine.